Salut tout le monde. Alors, bienvenue à une autre capsule avec votre ami Christian Salazar, conseiller stratégique et formateur en transformation et salubrité alimentaire. Donc aujourd'hui, on va parler de ACEP et un peu de GFSI. Donc on va explorer ensemble ces deux cadres réglementaires. Donc à la base, le ACEP ou les HACCP, c'est une norme, c'est un système d'analyse des risques et maîtrise des points critiques. Donc en anglais, Hazard Analysis Critical Control Point. OK, donc on va explorer que c'est le ACEP. Donc, le ACEP est une méthode systématique et préventive d'assurance de la salubrité des aliments. Il est recommandé par la Commission du Codex Alimentarius, l'Organisation internationale de normalisation des Nations Unies pour la salubrité des aliments. Le système ACEP est utilisé dans la plupart des pays du monde et il est utilisé depuis les années 1960. Donc, au début des années 60, la NASA aux États-Unis, la National Aeronautics and Space Administration, a demandé à l'époque aux géants de l'industrie alimentaire, l'entreprise Pillsbury, de produire des aliments pour les astronautes. Alors, on voulait que les aliments qu'on allait fournir aux astronautes, en plus d'être bons, de goûter bons, qu'ils les nourrissent comme il faut, mais on ne voulait pas rendre les astronautes malades. Donc, imaginez-vous un astronaute avec un gastro à je ne sais pas combien de centaines de kilomètres dans l'espace. Ça risque d'être une situation délicate à gérer. Okay? Donc, on voulait que les aliments soient salubres. Okay? Donc, l'entreprise Pillsbury a développé cette méthode pour rassurer la NASA comme quoi tous les aliments qu'on fournissait aux astronautes pour ce programme-là qui soient salubres. Okay? Donc le système ACEP est l'inspection des produits finis et l'analyse des risques et le bilan des dangers et l'action corrective, les mesures préventives. Donc, il permet de cerner, de corriger et de prévenir les dangers tout au long du processus de production, y compris les dangers physiques, chimiques et biologiques. Donc, on a parlé un peu dans une ancienne capsule. Donc, on peut appliquer la méthode ACEP partout dans l'alimentaire, aucun problème. Et pour d'autres secteurs, on peut l'appliquer aussi dans le cas des produits cosmétiques et même les pharmaceutiques. On peut l'appliquer aussi pour la branche pharmaceutique, pour les produits nutraceutiques. Donc, voyez-vous, cosmétiques, nutraceutiques, si ça reste quand même des produits qu'on va avaler, qu'on va appliquer sur notre peau. Donc, il ne faut pas oublier que la peau est un organe. Donc, on doit s'assurer que tout ce qu'on va consommer, qu'on va digérer, qu'on va appliquer sur notre corps, qu'ils soient des produits de grade alimentaire, que ce soit des produits faciles à tracer. Okay? Donc, on peut appliquer la méthode ACEP dans d'autres secteurs, mais ce n'est pas obligatoire. Mais on peut le faire. Okay? Donc, le ACEP est basé sur 7 principes reconnus. Donc, on va faire à la base une analyse de risque. On va identifier les points critiques selon le risque, s'il s'agit des risques faibles, moyens ou critiques. Donc, après avoir identifié les points critiques, on va établir des limites critiques pour chaque point critique. Donc, ça veut dire que quelle est la latitude qu'on a à certaines étapes pour le contrôle, pour la maîtrise de certains risques. Donc, par exemple, au niveau de la cuisson, qui peut devenir un point critique. Donc, quelles sont les limites des températures? Donc, si on doit cuire à partir de 100 degrés, donc jusqu'où on peut y aller? Mais il y a une température
minimal à atteindre et il y a un temps minimal à atteindre aussi. Donc, on peut établir des limites pour l'application de ACEP dans la production. Une fois qu'on a établi les limites critiques pour chaque point critique, on va élaborer des procédures de surveillance de ces points critiques. Ça veut dire quelle est la fréquence minimale qui va nous permettre de bien contrôler, de bien surveiller ces points critiques et de bien réagir à chaque fois qu'on va trouver un écart. Okay? Donc, il y a une fréquence minimale à déterminer. Okay? Après, l'établissement de mesures correctives, d'actions correctives. Donc, si jamais on trouve un écart, ok, et si on décide de soulever une non-conformité, qu'est-ce qu'on va faire? Ça veut dire, est-ce qu'on va arrêter la ligne de production? Est-ce qu'on va nettoyer un convoyeur? Est-ce qu'on va mettre un produit en retenue, en quarantaine? Est-ce qu'on va appeler la maintenance pour réparer la machine, pour qu'ils viennent faire une intervention mécanique? Est-ce qu'on va appeler la sanitation pour qu'ils viennent nettoyer, je ne sais pas, une machine qui coupe des légumes? Okay? Donc, l'action corrective, dans un certain sens, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour maîtriser rapidement l'opération. Okay? Comment est-ce qu'on va régler le problème? Okay? Mais, dans plusieurs cas, peut-être que ce n'est pas la première fois que cette non-conformité arrive. Peut-être que ça fait déjà quelques fois qu'on a toujours des défis avec une machine, avec une recette en particulier, avec de mauvaises compréhensions des consignes de la part de certains employés. Et peut-être qu'on n'a pas assez on n'a pas assez affiché l'information, probablement, dans les postes de travail. Et donc, est-ce qu'on manque on pourrait dire, la formation aussi avec nos employés de sanitation? Bref, donc, il faut réfléchir à une action préventive, à une mesure préventive qui va nous permettre de prévenir qu'on se trouve avec des non-conformités récurrentes. Okay? Donc, il faut faire attention de ne pas tomber dans les reflets de soulever des non-conformités partout et se ramasser avec 300 non-conformités par mois. Ça, c'est pas très efficace non plus. Donc, il faut bien identifier les choses. Il faut bien faire les enquêtes. Il faut trouver la source du problème. Okay? Des fois, la source du problème n'est pas quelque chose de facile à régler. Okay? Donc, on ne peut pas dire qu'on va la régler avec une simple action corrective. Okay? Parfois, l'action corrective ultime, c'est peut-être de remplacer une machine, okay? de remplacer une technologie que nous utilisons. Il faut juste faire attention. Et il faut faire toujours des analyses. Il faut analyser les non-conformités. Est-ce que c'est la première fois qu'il arrive? Ça arrive souvent, ça arrive toujours à la même place, ça arrive toujours sur les mêmes postes, sur les mêmes quarts de travail, avec les mêmes personnes. C'est toujours les mêmes produits chimiques qui nous donnent des problèmes, c'est toujours les mêmes ingrédients, etc., etc. Donc, il faut bien analyser. Et certaines actions correctives, si on a des doutes comme quoi, en tant que gestionnaire qualité, comme quoi la salubrité n'est pas là, l'innocuité n'est pas là, juste avec des simples actions correctives. Donc, il faut les amener avec l'équipe ACEP, avec les autres gestionnaires qualité et les représentants des autres départements pour trouver une autre façon de régler ces problèmes-là de façon préventive, avec des mesures préventives. Okay? Après, on va mettre en place une procédure de vérification. Donc, cette partie revient à l'assurance qualité. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un à l'assurance qualité qui va faire une révision documentaire, pas juste pour s'assurer que tant la production au niveau des opérateurs, superviseurs de production et les techniciens qualité, superviseurs contrôle qualité, qui viennent remplir les documents, mais
Est-ce qu'ils ont réagi toujours de la bonne façon? Est-ce qu'ils ont toujours eu les bons reflets? Est-ce que tout le monde a respecté ces fréquences de surveillance? Les superviseurs de production par rapport aux opérateurs, les ou la technicienne par rapport aux opérateurs et aux superviseurs. Donc, est-ce que tout est en contrôle? On est en contrôle ou pas? Donc, ça, cette partie revient à l'assurance qualité. Et après, évidemment, la tenue des dossiers. Donc, c'est la partie on va dire, clérical, si vous voulez. Donc, il faut tout enregistrer et il faut tout documenter, mais il faut le faire d'une façon efficace. Donc, si on parle du contexte canadien, les ACEP au Canada est devenu obligatoire en 2005 pour les établissements de transformation de viande, de volailles agréés au niveau fédéral, mais à l'époque, on les recommandait pour le reste des établissements, par exemple produits laitiers, produits transformés, miel et ralpi. Mais cette situation est en train de changer, vous le savez. Donc là, il va falloir que pas mal tout le monde aille chercher son numéro d'agrément. Donc, et pour, disons, faciliter la démarche d'implantation du ACEP pour les entreprises, l'Agence canadienne a créé le PASA, qui est le programme d'amélioration de la salubrité des aliments. Donc, c'est très facile, on peut taper ACEP sur Internet et on peut trouver même les fichiers en PDF de la dernière version du PASA. Donc, l'objectif du PASA est de préciser les exigences minimales nécessaires à un système de gestion de la salubrité des aliments efficace. Et il permet aux exploitants d'un établissement de démontrer sa capacité à maîtriser les dangers associés aux aliments afin d'assurer leur salubrité pour les consommateurs. Okay? Donc, dans le document du passant, donc on va trouver la démarche à faire pour n'importe quelle entreprise qui décide aller chercher son agrément fédéral. Donc, on va faire une analyse de dossier initial, on va contacter l'agence. L'agence va analyser nos dossiers, il y a un meeting d'ouverture si tout est correct, donc ils vont nous donner notre numéro d'agrément, ils vont déterminer une fréquence initiale d'inspection, etc. Donc suite à cette inspection initiale, cette réunion initiale, on peut afficher notre numéro d'agrément fédéral au niveau de l'agence et on peut commencer nos opérations et vendre nos produits à l'intérieur, un peu partout au Canada. Et suite à la fréquence déterminée par l'Agence canadienne, selon les risques que notre établissement pose. Donc, quand ils vont venir faire les inspections, ben là, ils vont faire une révision documentaire, ils vont faire le tour dans l'usine, puis ils vont réviser en profondeur les programmes préalables, nos plans CEP et l'ensemble de nos politiques. Donc, suite à cette inspection, s'il y a des non-conformités ou des lacunes dans notre système, ben, il risque de nous donner des demandes d'action corrective. Avant, il y avait des rapports très détaillés que l'agence rédigeait pour les entreprises. Mes dernières années, en tant que gestionnaire qualité, ben, j'ai vu plus de rapports aux besoins. Donc, s'il y avait vraiment des demandes d'action corrective, ben, c'était des rapports plus condensés, plus précis. Mais bon, ça reste quand même on doit maîtriser notre opération au niveau sanitaire. Donc, on doit être en conformité face à l'agence et on doit répondre et compléter des rapports de non-conformité pour l'agence. Donc, ça ne change rien. Et voilà, donc dans le passant, là, vous allez trouver toute l'information sur comment aller chercher un agrément au niveau fédéral. Et donc, les ACEP est intégré dans cette démarche du passant. Bon, pour parler de la démarche ACEP, pas le passant, juste la démarche ACEP. Donc, on va commencer par mettre en place les programmes préalables. Bon, c'est quoi les programmes préalables? On va parler des programmes qui vont encadrer et qui vont nous aider à maîtriser tous les dangers de l'environnement. On commence avec les locaux, donc l'interne de la bâtisse, l'extérieur de la bâtisse. Donc, comment garder cette étanchéité de notre bâtiment. Le deuxième programme, le programme B, transport, achat, réception, expédition, entreposage. Et donc,
gestion des entrepôts, température, tout ça. Et le programme C, l'équipement, qui est, on va dire, sa politique phare, le programme d'entretien préventif. Le programme D, le personnel, ça veut dire formation en général. Et le programme E, assainissement et lutte contre la vermine. Généralement, c'est un programme assez large parce qu'on doit préciser, par exemple, toutes les fréquences, les cycles de nettoyage pour chaque équipement qui fait partie de notre programme. Et le programme F, les rappels, ça veut dire notre procédure de rappel. Okay? Comment est-ce qu'on va s'attaquer si jamais il y a un produit qui est non conforme, mais qui est parti, qui a réussi à sortir de notre opération. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour le ramener et le récupérer, le tracer d'abord, et il y a une façon de communiquer avec l'agence et avec nos clients aussi. Et le programme préalable opérationnel, donc la gestion des allergènes, agents technologiques, additifs alimentaires, etc. Donc, une fois qu'on a mis en place tous les programmes préalables, ça peut être un bon morceau de toute la démarche. Selon mon expérience personnelle, ça peut aller, à mon avis, 70-80% de tous les efforts, tout le temps, là, c'est vraiment le programme préalable. Après, on passe à une autre étape. Les étapes préliminaires, soit la constitution de l'équipe ACEP, faire la description des produits, ça veut dire fiches de spécification, etc., et construire les diagrammes de production et les plans schématiques et vérifier les tout sur les lieux de production. Ça veut dire qu'une fois qu'on dit, OK, la qualité qui est la responsable de maintenir les assets, de l'implanter et de les maintenir, ben, il y a aussi d'autres gestionnaires dans l'usine qui doivent faire partie de l'équipe ACEP parce que eux, ils connaissent mieux et d'autres parties de l'opération et ils doivent faire partie de la réflexion pour mettre en place des actions correctives, des mesures préventives. Donc, ce n'est pas la responsabilité unique de la qualité. Il ne faut pas oublier que la qualité, c'est un état d'esprit, ce n'est pas juste un département. Donc, la qualité commence en haut, mais elle commence aussi en bas, avec les commis, avec les opérateurs. Donc, si on a une entreprise, si on est dans une entreprise qui laisse toute la responsabilité au département qualité au niveau de la rédaction des non-conformités, des suivis des non-conformités, non, c'est la responsabilité de tout le monde. Okay? Des fois, il y a des non-conformités qui ne nous appartiennent pas. Par exemple, si moi je suis en maintenance et il y a une non-conformité, puis on a bien déterminé que le suivi, c'est à faire par la sanitation, ok. Mais on doit tous être à l'affût des problèmes de salubrité. Okay? Donc, une fois qu'on a constitué l'équipe ACEP, qu'on a rédigé la documentation sur les produits, qu'on a rédigé notre diagramme de production et les schémas schématiques, qu'on l'a validé sur place, ça veut dire qu'on a marché avec la documentation, on a fait les ajustements nécessaires et on s'est assuré que c'est clair pour tout le monde, ok? Pour tous les membres de l'équipe ACEP, pour la direction, ok? Et pour les employés. Là, on va faire et on va mettre en place les derniers principes ACEP, soit l'analyse des risques, et construire l'arbre de décision pour déterminer les points critiques, on va établir les limites critiques, on va établir les procédures de surveillance, après les procédures correctives, les procédures de vérification des procédures et de nos politiques, et la tenue des dossiers. Donc, voilà comment on peut s'attaquer à une démarche ACEP. C'est sûr que c'est pas toujours facile à mettre en place. Ça prend du temps, ça prend des investissements et ça prend un engagement réel de la part de la direction. Parce que on doit avoir les ressources pour mettre en place cette méthode. On peut devoir acheter des nouveaux équipements, remplacer des technologies, former tous les employés,
améliorer nos procédures de sanitation, nos cycles de nettoyage. Donc, ça peut vouloir dire changer des fournisseurs au niveau des ingrédients, au niveau des produits chimiques, au niveau des emballages. Donc, c'est vraiment une réflexion très, très large. Puis, si l'engagement de la direction n'est pas là, ben là, c'est vraiment difficile pour les gestionnaires qualité et l'ensemble de l'équipe ACEP de les mettre en place et de les maintenir. Okay? Donc, ce n'est pas parce qu'on a réussi notre inspection d'agrément au niveau fédéral que tout est réglé pour le reste de la vie. Non, c'est un processus d'amélioration continue au niveau de l'ACEP. Bon, juste pour faire une parenthèse, quand on parle du passant au niveau canadien, au niveau fédéral, ben, ça c'est une inspection, on doit maintenir notre plan ACEP en conformité vis-à-vis l'agence canadienne, face à l'agence canadienne. Ça ne veut pas dire qu'on est certifié ACEP. Si on veut être certifié ACEP, ben là, il s'agit d'une autre démarche suivante demandée par nos clients. Okay? Donc, à ce moment-là, si on a des clients qui nous exigent de devenir ACEP, d'avoir une certification ACEP, à ce moment-là, il faut aller chercher un organisme de certification, des consultants qui vont nous aider à mettre en place les ACEP et à passer un audit de certification. Okay? Donc, à ce moment-là, on va recevoir un certificat ACEP d'un organisme de certification privé. Mais ça, c'est face à nos clients. Donc, des fois, on peut être agréé par le fédéral et en plus aller chercher une certification ACEP. Donc, c'est deux démarches différentes, mais on parle du même système. C'est le même système qui est en place, c'est juste que l'agence canadienne viendra faire les inspections parce qu'elle a ses objectifs à elle, mais la certification ACEP, c'est vraiment par rapport à nos clients. Donc, c'est une démarche avec un organisme privé. OK? Là, j'aimerais finir avec le Global Food Safety Initiative. Bon, on entend beaucoup parler de GFSI ici, GFSI là, on est certifié GFSI, une certification GFSI, non, on va éclaircir certaines choses. Donc, à la base, le GFSI a été créé au début des années 2000 pour aider à résoudre des problèmes on va dire des conformités. Il y avait beaucoup de normes à l'époque qui circulaient, donc quelle était la rigueur de chacune de ces normes. Donc, il y avait c'était un peu le Far West. Donc, les Consumer Foods Forum, le CGF, qui est un réseau mondial de l'industrie alimentaire, a mis en place les GFSI. Donc, l'objectif était de renforcer la confiance des consommateurs dans les aliments qu'ils achètent, peu importe la provenance, peu importe l'origine, donc en améliorant les pratiques de gestion et de la sécurité alimentaire. Donc, aujourd'hui, quelles sont les normes qui sont reconnues par les Global Food Safety Initiative, reconnues par les GFSI? On va parler des BRC, on va parler des Canada Gap, on va parler des Fresh Care, des FSC 22000, des Global Aquaculture Alliance, de la Global Red Meat Standard, Global Gap, International Feature Standards, de la Japan Food Safety Management Association, de Asia Gap, de Primus GSF et de SQF, soit Safe Quality Food. Donc, toutes ces normes sont reconnues par les GFSI. Ça veut dire que chaque norme doit suivre des cahiers de charges très, très rigoureux, donc et respecter et tout ce que elles se sont engagées à mettre en place. Donc, elles se font auditer aussi. Les organismes de certification se font auditer par d'autres paliers plus hauts au niveau de la conformité alimentaire. Donc, on ne dit jamais que notre usine est certifiée GFSI. Non. On est certifié, par exemple, soit SQF, ou soit FSC 22000, ou BRC, ou Primus GSF. Et ces normes sont reconnues par les GFSI. Donc, en général, dans les certificats d'audit, on va trouver le logo de la norme, par exemple le SQF, et le logo du GFSI. Mais on ne peut pas dire qu'on est certifié GFSI. GFSI n'a rien à voir avec l'entreprise. Par contre,
Le GFSI reconnaît toutes ces normes-là. Donc, à nous de choisir la norme qui nous convient le mieux pour notre opération face à nos clients, face à notre plan stratégique. Donc, c'est chaque entreprise qui doit faire une analyse pour déterminer quelle est la norme qui lui convient le mieux. Et évidemment, il faut mettre en place une norme qui s'applique à notre secteur d'opération. Donc, parfois, il y a des normes qu'on peut les appliquer dans plusieurs secteurs. Donc, il faut juste bien analyser. Donc, je pense que ça reste un projet d'analyse vraiment stratégique. Parce qu'on doit bien penser, bien réfléchir, bon, où est-ce qu'on veut amener l'entreprise avec telle ou telle certification? Est-ce que ça va nous permettre, par exemple, de mieux intégrer notre opération, de mieux vendre nos produits dans les circuits de distribution d'un client vraiment où est-ce qu'on veut rentrer? Par exemple, les grandes bannières de distribution alimentaire au niveau du détail. Donc, peut-être qu'il y a certaines bannières qui vont vous conseiller fortement d'implanter telle ou telle norme. Donc, il faut vraiment faire une analyse. Puis cette partie, disons que elle appartient vraiment à la direction et à la qualité. Où est-ce qu'on veut amener l'entreprise? À qui on veut plaire en tant que client? Pour le reste, chaque norme a une structure différente et au niveau de la première audit de certification, pour les audits de recertification. Donc, parfois, il faut envoyer beaucoup de documents avant même que les auditeurs viennent sur place. Donc, chaque norme a ses particularités et parfois même son vocabulaire. Okay? Parce que chaque norme a été créée dans des contextes différents, parfois dans un pays européen où il y avait un certain contexte à l'époque. Donc, on peut avoir des vocabulaires différents, mais les processus restent les mêmes. Donc, on va mettre les ACEP à la base. Donc, on va intégrer d'autres normes. OK? Et on va intégrer, surtout pour les normes reconnues par le GFSI, d'abord deux points très importants. L'engagement de la direction, OK? Pas juste une petite lettre qu'on rédige, qu'on signe et qu'on affiche à la réception, mais vraiment mettre en place des analyses de tendances, OK? Qu'on va amener toujours au revue de direction. Et dépendamment de la norme, la fréquence au niveau de revue de direction peut changer. Des fois, c'est 4 fois par année, des fois, c'est une fois par mois. Peu importe. OK? Donc, engagement de la direction, analyse des tendances et certaines notions de lutte contre le bioterrorisme. Donc, c'est ça, on va dire, l'autre niveau qui va différencier les ACEP, la méthode ACEP, versus une norme du GFSI. Donc, on va tout intégrer ça, on va mettre ça dans un melting pot et on peut, on va avoir à choisir une norme du GFSI. Donc, il y a beaucoup de, comment je pourrais vous expliquer, des défis quand on va mettre en place une démarche ACEP ou GFSI, parce qu'il y a beaucoup d'investissements à faire. Et un point très important, c'est les changements de culture au niveau des employés, au niveau des gestionnaires et parfois même au niveau de la direction. Peut-être ça fait plusieurs années qu'on a fait les choses d'une certaine façon, qu'on a nettoyé les équipements d'une certaine façon, qu'on a laissé, qu'on a donné beaucoup de latitude aux achats pour gérer et négocier avec les fournisseurs d'une certaine façon, sauf que là, tout le monde, il va falloir qu'il documente. Donc, tous les processus doivent être documentés, réfléchis. Okay? Et la qualité va faire une analyse des tendances en profondeur pour dépister des problématiques, pour dépister des angles morts qui pourraient nous faire mal. Donc, c'est un changement de culture. Okay? Et dans ce processus d'implantation, dans ce processus d'achat d'équipements, de remplacement, par exemple, du code vestimentaire et d'ustensiles pour le nettoyage, de nouveaux produits chimiques, on risque de trouver une résistance au changement. Alors, comment est-ce qu'on va gérer cette résistance au changement? Donc,
il y a beaucoup de choses à réfléchir. Voilà, donc et j'espère que vous avez compris quelle est la démarche au niveau de ACEP, la différence entre ACEP et le JFSI, les éléments de plus que le JFSI amène selon la norme qu'on choisit. Le fait qu'on n'est jamais certifié JFSI, mais on est certifié par une norme qui est à la fois reconnue par le GFSI et quels sont les défis majeurs pour l'implantation de ces normes. Voilà, donc merci beaucoup de votre attention et puis j'espère vous rencontrer bientôt.